c'est le chapitre qu'on ouvre maintenant sur ce sondage tout à fait sidérant du centre Levada. C'est ce centre indépendant dont les sondages sont souvent considérés comme crédibles, autant que peut l'être un sondage. 39% des Russes, quelques 39% des Russes soutiennent l'utilisation de l'arme nucléaire. L'utilisation d'armes nucléaires en Ukraine peut-elle être justifiée? On parle bien d'une arme tactique en Ukraine, c'est ce dont les Américains envisageaient, ce que les Américains envisageaient. Et oui, voilà, 40% à peu près des Russes diraient qu'ils jugent ça justifié. Comment expliquer ça? Comment expliquer qu'il y a une telle désinhibition des Russes, pas seulement de leur autorité? On parlait toujours de Poutine, mais là, c'est les Russes. Oui, ils vivent depuis des années, on leur embrouille le cerveau en expliquant qu'il faut déjà combattre les nazis imaginaires en Ukraine. Et aussi, vous savez, moi quand j'ai fait mes études à la fac, à Kiev, j'ai fait une formation de 3 ans de médecine militaire et nous avons étudié qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'attaque nucléaire. Donc vraiment, c'est cette génération, la mienne, encore de mes parents, et même les gens un peu plus jeunes que moi, on est préparés à la guerre nucléaire parce que ça faisait partie de quotidien, il fallait s'attendre à une attaque nucléaire. Donc pour eux, c'est quelque chose qui est vraiment pas exceptionnel parce que les abris, les métros étaient construits et en Russie, par exemple, en Ukraine aussi, le métro est très profond parce que le métro devait servir d'abri nucléaire. Vous voyez, donc si ça c'est quelque chose de quotidien, routinier, pourquoi pas utiliser et détruire encore la moitié de l'Ukraine? Le culte de la brutalité. Je me rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez des prises d'otages comme Beslan, par exemple, où il y avait des micro-trottoirs, comme on dit. On allait demander aux Russes, en Europe de l'Ouest, une prise d'otage, on réussit l'action de police si on fait le minimum de morts. Et au contraire, beaucoup de Russes dans la rue disaient non, c'est bien, ils ont tué tout le monde. Là, on voit qu'on est fort, qu'on noie une prise d'otage dans le sang. Et ça, c'est bon signe. C'est vraiment qu'on a réussi. Je me souviens d'un reportage absolument surréaliste où on voyait des journalistes accompagnant les homos, enfin les gens des forces de police qui pénétraient dans le bâtiment, qui abattaient un preneur d'otage. Donc il y avait une balle dans le ventre. Et le journaliste venant interviewer le gars qui a sa balle dans le ventre et est en train de l'engueuler en disant mais pourquoi vous avez fait ça, c'est pas bien, et puis l'autre en train d'agoniser. Mais ça, cet état d'esprit en Europe de l'Ouest, c'est fini. Ça a peut-être existé en d'autres temps. Aujourd'hui, on considère que c'est pas bien de faire ça. En Russie et dans d'autres pays de l'Est d'ailleurs, mais en Russie en particulier, ils ont encore ce culte de la force. Il y a eu Beslan et puis il y a eu la libération, enfin de la prise d'otage de la Dubrovka à Moscou, où les Spetsnaz du groupe Alpha du FSB ont tué la moitié des otages en fait. Pour annihiler en fait le commando tchétchène qui les avait pris en otage. Donc effectivement, il y a cette brutalité un peu slave, là, qui parfois surgit de manière quasi naturelle. Enfin. Est-ce que ça veut dire que si demain une arme nucléaire tactique était utilisée en Ukraine, il y a une partie des Russes qui considérerait que c'est à peu près normal? Mais comme il répond déjà au sondage, il considère que c'est tout à fait normal. Et c'est ça aussi le niveau du prix de la vie humaine. C'est aussi un grand calcul de Poutine. À l'époque, quand il voulait commencer la guerre, il savait pertinemment que l'Occident, par exemple, ne va pas s'engager aux côtés des Ukrainiens parce que le coût de la vie humaine en Occident est très élevé. Les Occidentaux ne voudront pas envoyer leur armée pour soutenir les Ukrainiens. On voit la différence déjà entre les Ukrainiens et les Russes. Oui. Les Ukrainiens, ils reculent aussi aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas mettre tous les soldats qu'ils meurent pour garder encore quelques mètres carrés de territoire. Et chez les Russes, vous voyez, on a vu Poutine tout à l'heure qui disait oui, c'est bien, vous allez à la guerre, vous allez perdre vos jambes, vos bras, mais c'est pas grave parce que c'est la bonne cause, donc tout le monde va y aller. Il vaut mieux mourir comme ça à la guerre que mourir d'un vodka quelque part, de l'alcoolisme, vous voyez, dans le coin en buvant l'alcool frélaté. Guillaume. Oui, ce débat, il soulève une question assez vertigineuse, c'est est-ce que c'est pas un atout dans le monde aujourd'hui d'avoir cette forme de brutalité, certains diraient d'absence d'humanité assumée. On considère en général dans la science politique que les États démocratiques, pacifiques, ceux qui vivent sous le règne du doux commerce, disait Montesquieu, ont un avantage énorme parce que ce sont les plus prospères, parce que leurs citoyens sont heureux, ils peuvent s'exprimer librement, mais ce qui est assez dramatique dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est que pour l'instant, c'est plutôt les plus brutaux qui ont l'avantage. Et on voit que nous, occidentaux, on est quand même relativement désarmés par rapport à des gens qui utilisent des armes et des violations du droit international que nous interdisons.
Non, moi je ne suis pas vraiment d'accord. La différence entre la Russie et l'Ukraine, c'est que la Russie a l'arme nucléaire, elle n'arrête pas de menacer de l'utiliser. C'est pas une question de brutalité ou pas, c'est simplement qu'elle a une arme de destruction massive, que les alliés de l'Ukraine... C'est une forme de brutalité quand même. Oui, c'est une forme de brutalité, mais c'est que les alliés de l'Ukraine ont peur d'aider l'Ukraine à cause de cette menace qui prend la forme d'un chantage. Enfin, on peut débattre toute la nuit sur est-ce que Poutine appuiera sur le bouton ou pas, mais il y a une forme de brutalité dans le langage de la part de Poutine. Mais Samantha, l'idée c'est que là, la population suivrait. Parce qu'évidemment, en Europe de l'Ouest, une première frappe nucléaire assumée, même tactique, l'opinion serait vent debout contre le pouvoir faisant ça. Les Américains, ça reste ambigu sur l'histoire d'une première frappe, mais ce serait pour défendre le territoire américain. Écoutez ces quelques déclarations de Russes. S'ils ne comprennent pas, je suppose que, aussi triste que cela puisse être, c'est peut-être la fin. Les Américains, l'Union européenne, Bruxelles, ce serait bien de les frapper. Que pouvons-nous faire d'autre? Nous n'allons pas nous agenouiller devant eux. Il faut quand même frapper les Américains, parce que ce sont eux qui sont à l'origine de toutes ces guerres. Ce sont eux les provocateurs. Avec nous, Jérôme Garraud. Jérôme Garraud, vous êtes notre correspondant à Moscou. On entend ces propos. Alors, on était habitué d'entendre les propagandistes. Bonjour. Poutine, bonsoir. Là, on a monsieur et madame tout le monde. Est-ce que c'est vraiment une partie de monsieur et madame tout le monde en Russie ? Oui, alors c'est toujours compliqué de commenter ces études sur l'usage des armes atomiques, parce que c'est pas une question que moi je pose aux Russes, mais depuis 3 ans, depuis le début de la guerre qu'on couvre la Russie, on observe aujourd'hui qu'il y a une partie assez importante de la population qui se sent sincèrement agressée, qui se croit dans son bon droit. Alors est-ce qu'il faut y voir un effet de la propagande ou une usure de la guerre qui dure, qui est de plus en plus difficile, qui fatigue les gens? Bon, il y a sans doute plusieurs choses qui se mêlent, mais déjà ça peut expliquer en partie cette espèce de désinhibition par rapport à l'usage des armes nucléaires. Et puis ensuite, je crois qu'il faut vraiment réaliser que quand on vit dans ce pays, vous entendez parler des armes atomiques très très souvent. Et ceux qui en parlent, ce sont les hommes politiques. Et là, je fais un petit aparté, parce que le rapport qu'on a ici à la politique, c'est quelque chose de très spécial. Ça n'a rien à voir avec d'autres pays comme la France. On ne s'en approche pas. Quand vous posez une question aux gens, en général, ils vont vous dire « je ne suis pas compétent, je veux laisser les personnes responsables en parler ». Les personnes responsables, compétentes, celles qui savent quoi faire avec plein de guillemets, bref, les hommes politiques, ce sont eux qui parlent du nucléaire. Vladimir Poutine, ça m'est pensé en écoutant vos micro-trottoirs. Vladimir Poutine tenait un discours, c'était à l'automne 2022 sur la place Rouge, j'étais présent en plus, et c'était à l'occasion, vous savez, de l'annexion des territoires ukrainiens. Et Vladimir Poutine avait dit pendant ce discours, la seule nation qui s'est servie des armes nucléaires en 1945, ce sont les États-Unis, et ils ont créé un dangereux précédent. Vous voyez, sous-entendu, quoi qu'il arrive maintenant, c'est les Américains qui ont commis le péché originel. On se dédouane à l'avance. Donc je pense qu'il y a un mélange de tout ça, des discours et de son sentiment étrange mais sincère d'être vraiment agressé par l'OTAN. On a pour la première fois un scénario avec l'opinion, une partie de l'opinion qui suivrait, et non pas l'usage d'une bombe immédiatement, mais l'usage d'un essai en situation réelle. Et c'est vous, colonel Goya, qui aviez souligné ça. Ça se passe en Nouvelle-Zambie. Et plusieurs responsables russes, les uns après les autres, depuis quelques jours, disent... on est tout près de pouvoir le faire. C'est cette région extrêmement au nord de la Fédération de Russie. Voilà. Ça sort pour ainsi dire de la carte. Nouvelle-Zambie, il va y avoir quelques ours polaires là-bas et je ne sais qui. Après tous les essais qu'il y a eu. Il y a peut-être, hélas pour eux, il n'y a même plus d'ours polaires à cause des essais précédents. Dites un mot de ça, Colonel Goya. Pourquoi là ? Là, parce que c'est un territoire, on est dans le cercle polaire, c'est un territoire complètement arctique, isolé, donc en cas, si ça se passe mal, ça pose moins de problèmes. C'est là où ont lieu, je crois que les soviétiques ont fait 700 essais nucléaires au total, dont une bonne partie à l'air libre, et je crois que pour la quasi-totalité dans cette région. Et c'est là où ils ont notamment, en 1961, fait exploser à l'air libre, toujours, la plus grande bombe nucléaire de l'histoire qui faisait l'équivalent de 58 millions de tonnes d'explosifs. Regardez là, maîtrise totale de notre chef d'édition Aurélien Hamel, la Tsar Bomba. La Tsar Bomba. Voilà. Cette bombe-là, évidemment, pour les Russes, dans la longue obsession du nucléaire, ils ne sont pas les seuls concernés, elle a beaucoup compté.
Oui, bien sûr. Alors, c'est une démonstration de puissance. Alors, au départ, ils avaient envisagé une bombe de 100 millions de tonnes d'explosifs. Et puis, on s'est dit, bon, finalement, on ne connaît pas trop les effets quand même. Parce que là, vous voyez où ça monte. Ça commence à sortir de l'atmosphère. Et on ne connaît pas trop les effets. Bon, je rappelle qu'à la même époque, les Américains lançaient des bombes de 1 million de tonnes d'explosifs dans l'espace. Et attendez, ça, c'est en situation réelle. Ah oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment la vraie bombe. On n'est même pas dans un modèle un peu réduit. Non, bien sûr, c'est une vraie. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, attention, de part et d'autre, américains et soviétiques, on s'est dit, bon, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller un petit peu loin quand même dans cette affaire, des choses qu'on ne maîtrise pas? Il y a une chose quand même très importante, c'est que si Poutine reprend les essais nucléaires, s'il fait exploser une bombe à Nova Zemlya ou n'importe où, certains ont supposé que vraiment pour faire peur aux Européens, il pourrait faire exploser une petite bombe au-dessus de la mer Noire, au-dessus de l'Atlantique. Bon, mais là, il est sur son territoire, c'est la différence. Mais s'il reprend les essais, là, ce sera vraiment le vrai moment d'escalade. Vous savez, toutes ces menaces, cet Orechnik qui, franchement, n'est pas quelque chose de nouveau. Ça, à mon avis, c'est une toute petite escalade, mais ce n'est pas l'escalade qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Une reprise des essais nucléaires. Alors, Poutine est sorti du traité d'interdiction des essais nucléaires, mais il a dit à plusieurs reprises, je ne reprendrai les essais que si les Américains le font. Donc si unilatéralement, il commence à faire ne serait-ce qu'un essai nucléaire, là, ce sera le vrai avertissement auquel il faudra faire très attention. Écoutons un autre avis militaire avec vous, Alexandre Vautravers. Vous êtes rédacteur en chef de la revue militaire suisse, directeur scientifique du Centre d'histoire et de prospective militaire. Sur l'impact qu'aurait cet essai nucléaire réel, puisque maintenant beaucoup de responsables russes disent « nous y sommes prêts ». Bon, je pense qu'on sous-estime les conséquences par rapport à la Tsar Bomba dont vous avez parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on a beaucoup plus, disons, de sensibilité écologique, on a beaucoup plus de capteurs à travers le monde, et donc on peut d'ores et déjà dire que partout à travers le monde, on va récolter les signes et les séquelles, les conséquences de ce type d'essai nucléaire. Ça veut dire, pardon, que s'ils essaient une bombe même un peu inférieur à la Tsar Bomba, ça se mesurera nécessairement, de même que Tchernobyl avait fait s'aimer des particules radioactives. Ça se perçoit tout de suite. Oui, il y aura très certainement des conséquences. Prenons juste une de ces conséquences. Ça dépend bien sûr de quelle manière on fait exploser cette bombe, à quelle altitude au-dessus du sol. Mais on peut imaginer aussi que passablement de satellites, passablement de systèmes de télémétrie, passablement de systèmes qui fonctionnent avec le GPS vont être affectés par ce type d'explosion nucléaire, pour autant qu'elle soit effectuée à haute altitude. Ce sont bien évidemment des technologies ou des conséquences qu'on ignorait ou qui étaient considérées comme tout à fait secondaires à l'époque où la plupart des horloges étaient mécaniques. Alors j'ai beaucoup de respect pour Alexandre Vautravers et ses excellentes analyses, mais néanmoins je pense que la sensibilité écologique de Poutine et du Kremlin, alors là mais il parle pas de Poutine, il parle dans l'Occident. Il dit qu'en Occident, on oui, verra. D'accord, de l'Occident, effectivement, pour l'Occident ce serait insupportable, mais au contraire pour Poutine, plus il y aura éventuellement des capteurs très forts qui mesureront effectivement l'impact de cet essai, etc., plus ce sera réussi, parce que pour lui l'important effectivement c'est d'avoir un impact visuel très fort et de marquer l'Occident qui est déjà terrorisé par ces risques d'apocalypse nucléaire.